À la une de ce journal, le président de la République plaide à l'occasion de la table ronde internationale sur la transformation des secteurs des industries extractives en faveur d'un financement pour le développement des énergies renouvelables en Afrique et dans le monde arabe. Le Premier ministre participe par visioconférence au nom du président de la République à la 38e réunion du NEPAD. Sorti de la première promotion de conseiller juridique après 2 formations à l'ENA-JIPM. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a participé mardi par visioconférence à une table ronde internationale sur la transformation du secteur des industries extractives comme moteur de développement durable. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le président de la République a exprimé son désir de voir la mise en place d'une grande initiative dans le cadre des Nations Unies pour financer et accélérer le développement des énergies renouvelables en Afrique et dans le monde arabe. Bokar Baylaba. La table ronde est organisée par visioconférence par les Nations Unies et c'était en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et d'autres chefs d'État et de gouvernement et de responsables d'institutions internationales. À cette occasion, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a prononcé un important discours dont voici l'intégralité. أصحاب المعالي رؤساء الوزراء صاحب المعالي السيد أنطونيو غوتيريش. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État, Excellences, Messieurs les premiers ministres, Son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence, Mme Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, ambassadeurs, honorables participants. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le secrétaire général pour l'aimable invitation adressée à la Mauritanie pour participer à cette table ronde sur les industries extractives et le financement du développement. Malgré leur poids énorme dans les économies des pays en voie de développement et singulièrement dans les économies des pays arabes et africains, les industries extractives ont rarement bénéficié de l'attention qu'elles méritent dans l'agenda de l'aide au développement. Je vous félicite donc ardemment, Monsieur le Secrétaire général, pour votre belle et très opportune initiative. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, la problématique des industries extractives dans nos pays est connue. Une contribution importante au PIB, à la balance commerciale extérieure et aux revenus fiscaux, mais aussi un secteur peu intégré à l'économie nationale, aux impacts limités sur le développement local et sur la société et aux coûts environnementaux élevés. Il s'agit également d'un secteur très intensif en capital, en expertise et savoir très spécifique que les opérateurs internationaux sont parfois lents à transférer aux pays d'accueil, réduisant considérablement le pouvoir transformateur de ces industries sur nos économies et nos sociétés. Enfin, et on ne le dit pas assez, les écarts technologiques entre les entreprises internationales et les pays d'accueil sont la source d'asymétrie de pouvoir et dans l'accès aux données et à l'information économique qui sont un obstacle à un partage équitable des bénéfices tirés des industries extractives. Je suis convaincu, Monsieur le Secrétaire général, que les Nations Unies peuvent jouer un rôle important pour corriger ces déséquilibres. L'initiative sur la transparence des industries extractives va dans le bon sens, mais elle n'est pas suffisante. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, nous en convenons tous, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Le choc de la Covid-19 a mis à nu le danger d'une extrême dépendance vis-à-vis des industries extractives et notamment fossiles. Mais il contribue en même temps à accélérer la transition vers des énergies propres et durables. Certains pensent que les pays arabes et africains, grands exportateurs de minéraux et d'hydrocarbures,
seront les perdants de la grande ère de transition énergétique qui s'ouvre. Je ne partage pas ce point de vue. Au contraire, nous avons tout pour être les gagnants de la révolution des énergies renouvelables. Nous avons du soleil, du vent et de l'espace en abondance. Et grâce aux énergies renouvelables, nous pouvons fournir à nos secteurs miniers et industriels l'électricité à très bas coût qui lui a souvent cruellement fait défaut et ainsi accélérer l'industrialisation et la transformation de nos économies et enclencher le cercle vertueux d'une croissance-emploi soutenue et durable auquel nos populations aspirent. Cette conviction est au centre de notre approche pour le développement des industries extractives en Mauritanie. Notre pays dispose en effet de l'un des meilleurs potentiels éoliens et solaires du continent. La faible densité de population et notre position géographique nous confèrent un avantage comparatif réel dans le développement des énergies renouvelables. Conscient que c'est aujourd'hui que se prennent les décisions pour assurer une transition énergétique réussie, notre gouvernement travaille à l'élaboration d'une feuille de route pour la production de l'hydrogène vert, la décarbonisation du secteur énergétique, la provision d'électricité propre et à bas coût au secteur minier et industriel, la décarbonisation progressive du secteur minier et du transport. La feuille de route inclut également l'élaboration d'un cadre juridique et réglementaire incitatif pour stimuler l'investissement extérieur et national dans les énergies renouvelables et dans la production d'hydrogène, ainsi qu'un plan de développement des compétences nationales. Je suis convaincu que nous disposons, à travers les énergies renouvelables, d'un levier important pour transformer nos industries extractives et nos économies et contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs du développement durable dans nos pays et à la transition énergétique mondiale. Je suis conscient des défis énormes qui nous barrent le chemin sur la voie de nos objectifs. Comme d'autres pays, la crise de la COVID-19 nous a imposé un choc économique et financier sans précédent. Elle a compliqué l'exploitation de nos ressources gazières et nous laisse avec une dette énorme qui s'ajoute au passif en matière d'infrastructures, d'éducation, formation et d'accès aux services de santé. C'est pourquoi, avec d'autres, j'ai nécessité d'appeler à une initiative pour alléger la dette des pays africains. Et c'est pourquoi je soutiens sans réserve, Monsieur le Secrétaire général, votre appel à l'action pour les industries extractives et le financement pour le développement. Je formule également le souhait de la mise en place dans le cadre des Nations Unies d'une initiative d'ampleur pour financer et accélérer le développement des énergies renouvelables en Afrique et dans le monde arabe. Une telle initiative devra impliquer fortement le secteur privé national et donner une place importante au transfert de technologies et à l'assistance technique dans le domaine des énergies renouvelables. Je vous remercie. وأن تعطي مكانا هاما لنقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية في مجال الطاقات المتجددة. أشكرك. À noter que le discours est prononcé en présence du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, Abdeslam Mohamed Salah, et le directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine. Autre rencontre à distance à laquelle a participé également ce jour le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, au nom du président de la République, celle du comité de pilotage de l'Agence africaine de développement. L'ordre du jour de la réunion comprenait l'élection du PDG du NEPAD, la présentation des discours d'ouverture des présidents de la Commission de l'Union africaine et du comité de pilotage, ainsi qu'un rapport d'étape sur la réponse continentale à la COVID-19, en plus des envoyés spéciaux du rapport annuel et du rapport sur l'état des signatures et ratifications de l'accord de l'Agence africaine des médicaments.
Hier, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi relatif aux services et moyens de paiement électronique, l'occasion pour le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, d'édifier la Commission sur les tenants et aboutissants de ce projet de loi qui vise, entre autres, à permettre aux acteurs du secteur bancaire de fournir des services de paiement, d'émettre de la monnaie électronique et de remettre au plus grand nombre possible de clients d'accéder à des services financiers numériques appropriés et sécurisés. L'actualité est marquée aujourd'hui par la sortie de la première promotion de 25 conseillers juridiques. Ils ont suivi durant 2 ans au sein de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature, une formation théorique, pratique et militaire. Mohamed Khattab. L'ancien palais de congrès de Nouakchott a abrité aujourd'hui la cérémonie de remise de diplôme d'une première promotion de 25 conseillers juridiques sortant de l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature, après avoir suivi 2 ans durant une formation théorique, pratique et militaire supervisée par des professeurs et des experts nationaux et internationaux. L'occasion pour le secrétaire général du gouvernement, M. Diallo Amadou Samba, de prononcer un discours au nom du Premier ministre dans lequel il a indiqué que le gouvernement a créé cette spécialité pour développer l'administration publique et renforcer son action, soulignant que ce choix traduit la volonté de diversifier les ressources humaines au sein de l'administration. M. Diallo Amadou Samba a noté que la sortie de cette promotion traduit également la volonté politique du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant à réhabiliter les jeunes et à leur offrir des opportunités d'emploi permanents, eu égard à la confiance qu'il place en eux et à leur disponibilité à prendre leurs responsabilités. Pour sa part, le directeur général de l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature a souligné que cette promotion, la première dans cette spécialité, a bénéficié d'une formation intensive qui a duré 24 mois, au cours desquels elle a acquis des connaissances théoriques et professionnelles lui permettant de délivrer des consultations juridiques, de créer des textes de loi, et qu'elle a bénéficié d'une formation militaire dispensée par l'école de gendarmerie de Rosso. Les membres du corps d'encadrement des étudiants ont noté que la formation dispensée a englobé outre les matières de cette spécialité, les langues et l'outil informatique. Au nom des 25 conseillers juridiques de cette promotion, M. Valili Ould Mohamed Brahim a exprimé l'espoir de voir l'action de la promotion renforcer le travail de l'administration et leurs activités professionnelles caractérisées par le sacrifice au service de la nation. Il a remercié les staffs de l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature, ainsi que ceux de l'école de gendarmerie de Rosso pour les efforts qu'ils ont déployés pour assurer leur bonne formation. La cérémonie a été marquée par la remise de diplômes et de récompenses pour les 5 premiers lauréats de cette formation. Notre pays, à l'instar des États africains, a célébré ce 25 mai sous le thème Art, culture et patrimoine, incitation à construire l'Afrique, que nous voulons, l'anniversaire de la création de l'Union africaine. À cette occasion, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a rendu public un communiqué dans lequel il a salué les efforts considérables déployés dans les structures de l'Union africaine et ses différents organes sous la direction de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, et de son Excellence, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine dans la réalisation de la stabilité, de la paix et du développement. La Mauritanie a cependant exprimé sa préoccupation face à l'augmentation des foyers de tension, de conflits armés, de famine, d'extrémisme violent et de crimes organisés sur le continent, en plus de la pandémie en cours du Covid-19
qui frôle les 5 millions de cas. Le communiqué a aussi insisté sur la volonté du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a tenu à souligner à travers toutes les instances régionales et internationales que l'appui international au continent pour faire face à l'épidémie, malgré son importance, ne suffit pas à atteindre les objectifs assignés et qu'il est indispensable d'annuler la dette du continent pour qu'il soit à même de faire face à la pandémie et à ses conséquences sociales et économiques et de bénéficier des cadres de l'intégration africaine pour s'attaquer au travail pour l'agenda 2063. Le département des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a organisé aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de la création de l'Union africaine, un déjeuner en l'honneur des missions diplomatiques africaines basées dans notre pays. La Mauritanie est parmi les pays fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine qui a vu le jour le 25 mai en 1963, qui sera rebaptisée en 2002 du nom de l'Union africaine. Aminata Kane. Les ambassades africaines accréditées dans notre pays participent activement au déjeuner continental organisé par l'Académie diplomatique de notre pays dans le cadre de la commémoration de l'anniversaire de la création de l'Union africaine qui coïncide avec le 25 mai de chaque année. Ce déjeuner a permis à l'assistance de découvrir et de déguster des plats traditionnels de la Tunisie, du Mali, du Maroc, de la Libye et de la Gambie. Je disais donc que cet événement entre dans le cadre des activités, des programmes des activités de l'Académie diplomatique. Et son but est de célébrer la journée africaine en quelque sorte à notre manière, la journée de l'Afrique à notre manière, le 25. Vous savez, donc pour cette occasion, nous avons décidé, inclus pour cette journée spéciale, on a déjà fait une conférence sur quelques aspects de l'unité africaine, par exemple de la zone libre, mais là, c'est plutôt pour célébrer cette journée. Et nous espérons que ce sera une tradition de célébrer cette journée par un déjeuner continental que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur offre aux groupes diplomatiques africains accrédités en résidence en Nouakchott. Et par la même occasion, nous invitons les pays africains qui le veulent à venir exposer leurs spécialités culinaires. On a fait du thau, c'est à base du petit mil avec la sauce gombo, ensuite la sauce pimentée. Ensuite, on a fait aussi du wijila avec la sauce. Et puis, comment dirais-je, un jus de gingembre, de baobab. Hier, une exposition photo retraçant l'historique de l'Union africaine a été présentée au niveau de l'Académie diplomatique, mais également une table ronde autour de la question de la zone du libre-échange continental a été présentée à l'assistance. Notre pays a célébré la journée de la création de l'Union africaine sous le thème Art, culture et patrimoine, incitation à construire l'Afrique que nous voulons. Notre pays le commémore chaque année à l'instar de tous les pays du continent car il adhère aux principes d'indépendance, de liberté, de paix et de justice sur lesquels l'Union africaine a été fondée. Et c'est pour ces principes que notre pays a œuvré à l'aube de l'indépendance à créer l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 pour en faire un cadre qui représente les peuples du continent, incarne ses principes, préserve sa dignité de l'Afrique et réalise ses espoirs de développement global et ses aspirations pour un avenir meilleur. Comment répondre aux urgences sanitaires pour les spécialistes du ministère de la Santé? Cela requiert d'abord la mise en place d'un système de riposte à même de traiter les urgences sanitaires chez la population et ensuite l'identification des risques prioritaires. Afin de se doter de ces outils, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a mis à contribution des ressources humaines issues des secteurs de la santé humaine, animale et environnementale dans le dessein de planifier les situations d'urgence de santé publique en Mauritanie en utilisant l'outil stratégique de l'évaluation des risques. Aminata Kane.
30 participants représentant les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale, ainsi que des représentants d'autres secteurs de développement, se penchent sur l'évaluation intégrée des risques pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires dans notre pays dans le but de planifier les situations d'urgence de santé publique en utilisant l'outil stratégique de l'évaluation des risques. Le chargé de mission au ministère de la Santé, Bouna Ould Koutoub, a d'emblée indiqué que l'atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement du système national de santé publique pour la prévention, le diagnostic et la riposte. Bouna Ould Koutoub a affirmé que se préparer aux urgences sanitaires requiert la mise en place d'un système de réponse à même de traiter les urgences sanitaires chez la population, ajoutant que cette opération passe par l'identification des risques prioritaires qui demandent à leur tour l'élaboration des mécanismes propres pour les gérer. De son côté, le coordinateur des urgences sanitaires a déclaré en substance: L'Organisation mondiale de la santé s'est engagée à aider les États membres à renforcer les capacités de risque d'urgence en intégrant les différentes dimensions de la préparation, de l'atténuation, de la préparation, mais aussi de la réponse. L'objectif principal de cet atelier de l'évaluation des risques en Mauritanie de 4 jours, qui réunit plus de 30 participants, dont les représentants nationaux des secteurs de la santé, mais avec une approche multisectorielle de l'environnement, de la sécurité, du transport, de la santé animale, mais également les partenaires techniques et financiers, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, s'inscrit dans le processus qui permettra d'identifier le profil de risque épidémiologique, mais aussi de risques de façon générale, pour permettre une meilleure planification des activités de préparation, mais aussi de réponse. Mesdames et messieurs, il y a lieu de se féliciter des progrès remarquables qui ont été enregistrés par la Mauritanie dans le cadre des expériences de collaboration multisectorielle, cela au plus haut niveau dans la gestion des zoonoses, des maladies qui touchent aussi bien l'homme que l'animal et vice-versa. Je peux nommer la fièvre de la vallée du Rift, la fièvre hémorragique crimée, la rage, la grippe aviaire, mais encore cette pandémie que nous vivons aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du directeur général de la santé publique, du directeur des informations stratégiques et du suivi épidémiologique et de plusieurs cadres du ministère de la Santé. L'actualité relative à la pandémie du coronavirus marquée ces dernières 24 heures par 56 nouveaux cas, 18 guérisons et 0 décès. Les cas positifs sont de 19 251, les guérisons sont de 18 320 et les décès depuis le début de la pandémie s'élèvent à 460 décès. Pendant ce temps, la vaccination considérée comme la seule arme pouvant immuniser contre le virus corona se poursuit, mais nonchalamment à Kifa comme à l'intérieur du pays. Chose qui a incité les autorités à encourager les citoyens à se rendre dans les centres de santé pour se faire vacciner. Mohamed Khattab. Face à la négligence dans le respect des mesures préventives et à l'apparition de quelques cas de variante de la Covid-19, les autorités sanitaires au niveau de la wilaya de l'Assaba mettent les bouchées doubles et font une course contre la montre pour amener les populations à prendre leur dose de vaccin contre le coronavirus. Une campagne de vaccination qui bat son plein. Le wali de l'Assaba, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, soulignant que les citoyens âgés de plus de 60 ans et ceux de plus de 40 ans sujets à des maladies chroniques devaient prendre le vaccin déjà disponible dans toutes les muqata'a et au niveau des centres de santé. Surtout, ajoute-t-il que le vaccin est sûr et constitue le meilleur antidote pour se prémunir contre cette pandémie et que sa prise vient appuyer les efforts des pouvoirs publics visant à protéger les citoyens contre cette pandémie. Une troisième vague s'étant déclarée un peu partout dans le monde. Il est vrai qu'il revient aux citoyens de prendre les mesures nécessaires de prévention pour éviter la circulation du virus. Personnellement, dit ce monsieur, j'ai pris le vaccin et j'appelle les populations à en faire autant. Même son de cloche chez ces citoyens qui appellent à rester vigilants en sortant de la maison, de porter le masque, de respecter la distanciation sociale et surtout d'aller au centre de santé pour se faire vacciner.
Un bagne dans la wilaya du Brakna, on ne se bouscule pas également pour se faire vacciner, bien que l'opération a été élargie aux personnes âgées de plus de 40 ans. Des dizaines de citoyens ayant plus de 40 ans ou souffrant des maladies chroniques se dirigent vers le centre de santé d'Ambagne et entrent en file d'attente pour recevoir la première dose du vaccin anti-coronavirus. Un personnel médical doté des outils appropriés accueille ces citoyens dont certains viennent de localités avoisinantes. Le personnel assure toutes les tâches liées à l'opération de vaccination. Maintenant, on est dans la situation épidémiologique. On fait des tests de Covid. En ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de cas. Depuis février, on n'a pas eu de cas. On avait des cas, mais il n'y a pas. Et tous sont guéris, alhamdoulilah. Et maintenant, on est dans l'activité de vaccination Covid. Les gens se vaccinent, on les a sensibilisés. Tous les gens viennent se vacciner. Des gens de plus de 70 ans et 40 ans, avec communautés comme tension et diabète. Tout le monde vient ici se vacciner. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, on a vacciné à peu près vers les 110 personnes. Plus de 110 personnes se sont vaccinées dans des conditions normales au niveau de ce centre de santé depuis le lancement de l'opération nationale de vaccination anti-Covid-19. Les personnes vaccinées expriment leur satisfaction pour le déroulement de l'opération de vaccination dans ce centre de santé. Ils précisent que la vaccination n'exige que d'être âgé de 40 ans ou de faire la queue pour être servi, expliquent ces citoyens. Juste après avoir reçu la première dose du vaccin, les bénéficiaires restent sous surveillance médicale pour une durée de 20 minutes. L'opération de vaccination anti-coronavirus ne devrait pas conduire au relâchement des mesures préventives, particulièrement dans cette localité frontalière. Et dans la wilaya voisine du Gorgol, et précisément dans la localité de Sabar, située dans les environs de l'arrondissement de l'Ixaïba, une équipe d'El Mauritania a constaté le labeur des femmes de ce village qui s'adonnent à l'activité maraîchère après avoir bénéficié d'un financement du projet de développement global des filières Houroul Mouila. La journée commence très tôt pour les femmes d'Al Sabar, une localité près de l'Ixaïba. Elles font tous les jours une demi-heure de marche pour arriver à leur champ au bord de la rivière du Gorgol. Le projet Prodéfi leur a aménagé des hectares pour la culture maraîchère. Ces femmes se répartissent les tâches qui consistent à débroussailler le sol, à enlever les branches et les plantes qui portent préjudice aux légumes. Cette agricultrice a indiqué que l'État les a fourni des moyens nécessaires qui nous ont permis, dit-elle, de cultiver notre champ. Nous avons récolté beaucoup de légumes et c'est grâce aux efforts des femmes d'El Sabar. Le président de l'antenne régionale de Prodéfi a indiqué que l'objectif de ce projet est de soutenir les femmes. Les femmes choisies par le projet sont actives dans le domaine de la production maraîchère. Par conséquent, le projet a décidé de leur fournir un périmètre aménagé, afin de leur offrir des emplois permanents et d'améliorer leurs conditions de vie. Au fil des semaines et des mois, lorsque les légumes deviennent mûrs, elles les cueillent et les vendent au marché. Avec diligence, persévérance et détermination, la femme rurale prouve sa dignité et sa capacité à travailler à la sueur de son front. Au niveau de Nouadhibou, les vacances se poursuivent pour les pêcheurs industriels et artisanaux qui observent depuis plus d'un mois un arrêt biologique, une mesure que le département des pêches a pris l'habitude d'imposer afin de réduire la pression sur la ressource halieutique. Amina Metrlil. C'est la saison de l'arrêt biologique pour la pêche industrielle et artisanale. 3 mois de repos biologique arrêtés pour la première fois au niveau des eaux maritimes nationales. L'objectif est de permettre la reproduction des différentes espèces de poissons. Une décision qui a ses répercussions sur l'activité maritime dans le pays. Les bateaux entrent en maintenance, les pirogues en repos et réhabilitation pour permettre la multiplication du nombre des poissons, surtout les petits céphalopodes. L'un des acteurs du secteur à Nouadhibou, M. Dayoul Ahmed Sarir, a précisé que l'arrêt biologique est important pour la durabilité de la pêche d'un côté, mais qu'il faut, de l'autre côté, assurer un accompagnement des pêcheurs et marins qui resteront pendant toute cette période sans emploi. Ce pêcheur affirme que l'arrêt est de caractère important et opportun. Le résultat, dit-il, est palpable. Nous constatons une augmentation nette au niveau de nos captures. Une mesure prise pour éviter la pression
sur les réserves de poissons dans les eaux nationales et qui a commencé à donner son fruit au niveau des zones de pêche avec la demande croissante de surveillance maritime selon les pêcheurs artisanaux qui affirment que la surveillance appliquée en période d'arrêt biologique donne lieu à un très bon retour et une très bonne reprise. Cet autre pêcheur artisanal salue l'initiative des pouvoirs publics et demande que la surveillance et l'emplacement des bateaux industriels soient permanents. Avec l'entrée de l'arrêt biologique dans son 12e mois, les indicateurs du Centre national de recherche océanographique montrent une amélioration nette de la qualité et de la quantité de certaines espèces et zones. Et ce, après la première phase de l'arrêt qui a duré 3 mois. C'est ce qu'a affirmé le chef des services des protéines au centre, Biaoul Moïse, qui a également rappelé que l'arrêt biologique actuel intervient à un moment critique marqué par la baisse des captures en poulpe depuis le début de la saison de pêche au mois de novembre 2020. Les espoirs des pêcheurs sont à leur top par rapport aux résultats escomptés de cette période de pause qui annonce déjà une bonne saison de pêche à venir. Nous reformons ce journal par cette bonne nouvelle que beaucoup d'entre vous connaissent déjà sans doute. Il s'agit de la consécration de notre jeune compatriote Mohamed Abdoul Dia qui a remporté le concours Bilal édition 2021 organisé chaque année par la télévision sénégalaise 2S à Dakar. Le concours comprend d'abord une prestation de l'adhan, autrement dit l'appel du muezzin, suivi d'une lecture coranique et quelques questions sur le rôle ou comportement du muezzin. C'est à présent le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République a plaidé à l'occasion de la table ronde internationale sur la transformation du secteur des industries extractives en faveur d'un financement pour le développement des énergies renouvelables en Afrique et dans le monde arabe. Le Premier ministre participait à une visioconférence au nom du président de la République à la 38e réunion du NEPAD, sortie de la première promotion de conseiller juridique après 2 formations à l'ENA-JM. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Excellent moment sur la chaîne El Mauritania. À très bientôt.